Investis 200 € par mois et deviens millionnaire. Bon, on va se dire tout de suite, si c'était aussi simple, on serait tous très riches. Mais pourtant, c'est le type de conseil qu'on retrouve énormément sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn est rempli d'experts en investissement qui t'expliquent quoi faire avec ton argent, mais la vérité, c'est que 90% de ces conseils sont des raccourcis qui peuvent être trompeurs et te coûter très cher. Et je le sais parce que moi-même, j'ai suivi certains de ces conseils par le passé. J'ai cru à certaines promesses et ça m'a coûté du temps, de l'argent et beaucoup de frustration. J'ai investi des dizaines de milliers d'euros, j'ai vu des stratégies réussir et d'autres lamentablement échouer. Aujourd'hui, j'aimerais t'éviter toutes les erreurs par lesquelles je suis passé en te montrant les 3 pires conseils LinkedIn qu'il ne faut surtout pas appliquer aveuglément. Il reste bien jusqu'à la fin parce que je te montrerai comment établir une vraie stratégie complète et gagnante. Évidemment, je te prouverai tout avec des chiffres comme d'habitude. Allez, c'est parti! Conseil numéro 1, investis 200 € par mois et deviens millionnaire. Le premier conseil toxique qu'on va voir ensemble, c'est cette fameuse promesse d'investir 200 € par mois et de devenir millionnaire. Forcément, c'est le genre de post qui va faire des centaines, voire des milliers de likes pour certains sur LinkedIn, parce que ça s'adresse à des investisseurs débutants qui voient une belle infographie avec une belle courbe qui monte et des calculs d'intérêt composé qui te montrent que si tu investis 200 € par mois pendant un certain nombre d'années, tu finiras avec 1 million d'euros. Et techniquement parlant, les maths sont pas fausses. Parce que si tu prends un rendement de 8% par an et que tu investis bien 200 € par mois, tu peux devenir millionnaire au bout de 45 ans. Et c'est justement un petit peu ce que ces experts oublient de te dire, c'est qu'il te faut 45 ans. Donc c'est pas demain la veille, et si tu commences même à 20 ans, tu deviendras millionnaire à 65 ans, c'est-à-dire au moment de ta retraite. Donc c'est bien, mais c'est long. Si tu commences à 30 ans, tu deviendras millionnaire à 75 ans. Deuxièmement, et je pense que le vrai risque est là, c'est que rien ne garantit que les performances passées se reproduiront à l'avenir. Les fameux 8% par an du MSCI World, c'est théorique sur les 50 dernières années, qui étaient dans un contexte de croissance économique sans précédent. Mais quand on regarde l'avenir, on a des enjeux climatiques majeurs, l'épuisement des ressources, des tensions géopolitiques croissantes et un plafond de population qui s'annonce. Donc tous ces facteurs pourraient impacter ces rendements futurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément le faire, mais c'est une possibilité. Et rien que dans les 10 prochaines années, on parle d'un S&P 500 qui ferait 3% par an selon certaines estimations. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet si tu veux aller la voir. Et la troisième chose, c'est qu'ils oublient l'inflation. 1 million d'euros dans 45 ans, ce ne sera pas du tout 1 million d'euros aujourd'hui. Ne serait-ce qu'avec une inflation de 2% par an, ton million ne vaudra en réalité que 550 000 en pouvoir d'achat actuel. On est d'accord que c'est beaucoup, mais ça reste 2 fois moins. Et attention, je dis pas qu'il faut pas investir 200 € par mois. Au contraire, c'est très bien. Je trouve qu'à partir de 200 € par mois, on peut vraiment commencer à avoir des résultats concrets. Mais attention quand même, la bourse, c'est pas magique. Le danger de simplifier à ce point, c'est bien de montrer que c'est simple, mais il faut pas rendre la chose simpliste. Parce que le danger de simplifier à ce point, en disant qu'il faut juste investir en fermant les yeux, c'est que ça crée une fausse impression de sécurité et de certitude. Et le truc, c'est que si le marché est un tout petit peu moins bon, imaginons de 2%, c'est-à-dire que tu vas faire 6% par an au lieu de 8% par an en investissant dans le MSCI World, et tu vas diviser par 2 tes résultats finaux en ayant aux alentours de 566 000 € au lieu de 1 million d'euros. Donc finalement, tu auras quand même basé tout ton avenir financier et toute ta retraite sur un pari. Le pari que ce placement continuera de faire éternellement 8% par an. Et la réalité, c'est que des investissements, ça se gère. Oui, ça reste la bourse, ça reste passif, et globalement, tu vas prendre tes décisions en quelques clics, mais il faut quand même gérer son portefeuille et de manière structurée. Donc oui, il faut faire un suivi régulier, au moins une fois par trimestre. Oui, il faut analyser ses positions, actions et ETF avant de les acheter. Et oui, il faut trouver un équilibre entre éviter des marchés qui sont saturés, profiter des opportunités qui se présentent, et en même temps, éviter de prendre des risques inconsidérés. Parce que sinon, encore une fois, tu mises ton avenir financier, ta retraite et ta liberté sur le pari de « t'inquiète, ça va le faire ». Et franchement, on n'a qu'une vie, ce serait vraiment dommage de se tromper. Mais pourtant, on continue de voir ce conseil partout sur LinkedIn, donc fais bien attention à ça. Et c'est pas le seul conseil qui peut plomber tes investissements, tu vas voir que le troisième, c'est du lourd aussi. Le deuxième conseil toxique qu'on voit un peu partout sur LinkedIn, c'est diversifie au maximum ton portefeuille pour réduire le risque. Donc on va te parler de plein de concepts différents qui sont ultra théoriques et qu'on apprend en tant que conseiller en investissement. On va te dire d'investir un petit peu en fonds euros, un petit peu dans des obligations, un petit peu dans l'immobilier, digital, fractionné, peu importe, un peu dans les actions européennes, un petit peu dans les actions américaines, un peu dans les pays émergents, un petit peu dans les cryptos, un peu dans l'or, etc., etc. Mais sous prétexte qu'on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on finit par créer des portefeuilles standardisés, zéro risque, qui sont pas du tout adaptés à l'investisseur et donc à toi. C'est, je pense, l'erreur principale que je remarque dans les portefeuilles que j'audite pour mes élèves. Le trop est l'ennemi du bien.
Et à force de vouloir réduire le risque, on finit avec un portefeuille qui est aussi rentable qu'un livret A. Parce que comme le dit Warren Buffett, le vrai risque en réalité, c'est de ne pas savoir ce que tu fais. Et la véritable réduction du risque en bourse, elle vient de la connaissance et de la compréhension de tes investissements, pas de l'éparpillement un petit peu aveugle. Donc bien évidemment, la diversification est importante. Mais je vais citer un autre des plus grands investisseurs de tous les temps, Peter Lynch, qui nous dit qu'il y a la bonne et la mauvaise diversification. La bonne diversification, et écoute bien parce que c'est extrêmement important pour ton patrimoine sur le long terme. La bonne diversification, ça consiste à décorréler ton portefeuille pour venir réduire le risque sans impacter la performance et donc ta rentabilité. La mauvaise diversification, c'est celle qu'il appelle la diversification. Tu pardonneras mon accent anglais. Celle-ci, elle va venir réduire ta performance sans vraiment réduire ton risque. On va prendre des exemples très concrets, d'accord? Par exemple, les fonds euros de l'assurance vie. Bon, j'ai fait une vidéo complète sur les fonds euros, les assurances vie que tu peux retrouver sur ma chaîne, mais pour te résumer très simplement l'idée, si tu as un rendement de 2% avec tes fonds euros et que ton inflation est à 3%, bah, tu perds de l'argent chaque année. Donc c'est pas un investissement et c'est pas de la diversification. C'est juste une érosion de ton patrimoine. C'est pareil pour les obligations. On va parler de la hausse des taux, des portefeuilles 40-60. Et c'est vrai que les obligations, ça peut être pertinent pour certains types de profils, notamment ceux qui ont un horizon beaucoup plus court terme, ceux qui ont une tolérance au risque extrêmement faible, mais c'est pas du tout une stratégie pour tous les investisseurs. Clairement, un investisseur long terme qui investit plus de 20 ans n'a pas forcément d'intérêt à investir dans les obligations parce que le risque des actions va être totalement lissé sur ces années d'investissement. Et donc d'un point de vue de rentabilité pure, dans son cas, il sera que perdant à investir dans les obligations. Et un autre exemple, c'est celui d'investir un petit peu en Europe, en plus du S&P 500. Il y en a beaucoup qui font ça pour diversifier géographiquement. Et je te rassure, c'est normal, on l'a tous fait, et c'est un conseil qu'on retrouve littéralement partout. Mais en fait, si tu creuses un petit peu le sujet, on a l'Europe, qui est historiquement beaucoup moins performante que les États-Unis, et là, on peut reprendre plus de 100 ans de données. Mais en plus de ça, elle est fortement corrélée au marché américain. Donc en fait, en investissant dans un ETF, par exemple, Europe, en plus de ton ETF S&P 500, tu vas venir réduire ta performance, mais sans vraiment réduire ton risque. Parce que si le marché américain performe, bah, tu vas faire un petit peu moins bien, parce que tu auras de l'Europe. Et si le marché américain venait à s'effondrer, l'Europe suivra aussi. Donc tu as moins de rentabilité pour avoir à peu près le même risque. Alors évidemment, il y aura des exceptions court terme, c'est ce qu'on remarque depuis le début de l'année, avec une Europe qui est un petit peu plus performante que les États-Unis. Mais sur les tendances long terme, c'est ce que tu vas avoir. Le mieux pour la diversification, c'est d'avoir un portefeuille efficient, donc c'est-à-dire décorrélé. En faisant ça, tu vas chercher à maximiser les rendements en minimisant le risque. Donc en cherchant une bonne diversification, tu vas venir maximiser la rentabilité et minimiser le risque. Et la frontière de l'efficience a été théorisée par un prix Nobel américain qui s'appelle Harry Markowitz. Bon, et maintenant, comme promis, on va passer au conseil numéro 3. C'est sûrement une des choses que j'ai le plus lu sur LinkedIn et qui pourtant est complètement fou. Donc vous commencez à me connaître, je vais vous montrer ça avec des chiffres. Le conseil numéro 3 qu'on entend très souvent, c'est que c'est impossible de battre le marché, donc n'essaye même pas. Et peut-être que tu y crois aussi d'ailleurs, que tu penses que c'est impossible, mais c'est normal. C'est parce que c'est la doxa dominante de dire que c'est impossible de battre le marché. À titre personnel, j'investis depuis 7 ans et rien que le portefeuille de l'académie qu'on partage depuis 3 ans bat le marché chaque année. En 2024, le portefeuille a fait 48%, quand la MSCI World en a fait 26%. Donc là, c'est assez fou, parce qu'on a fait presque le double des performances du World. Mais en fait, ce qui paraît fou à première vue, ça l'est pas du tout. C'est juste une affaire de méthode, de stratégie et d'application bête. Donc je mets quand même un disclaimer, ça veut pas du tout dire qu'on va faire des performances pareilles chaque année. Tu le sais en plus que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais s'il te plaît, prends énormément de recul sur ces conseils d'experts que tu peux trouver parce que eux-mêmes, parfois, n'ont pas construit de réelles stratégies. Investir en réalité, ça s'improvise pas. Ça demande la méthode, la stratégie, une compréhension quand même concrète des mécaniques. Et donc, il ne faut pas non plus suivre les conseils de n'importe qui. Je rappelle d'ailleurs que si aujourd'hui tu es entre 20 et 50 ans, que tu veux investir bien, que tu veux créer une vraie stratégie et bien investir, tu peux prendre un appel avec moi ou mon épouse pour qu'on puisse te présenter ma méthode et celle que j'ai enseignée à plus de 1000 élèves aujourd'hui qui ont investi plus de 16 millions d'euros en bourse. Donc si ça t'intéresse, prends ton appel en description, je t'explique tout ça. Mais du coup, revenons à l'étude Spiva, d'où vient cette croyance? Qui est le mec qui a commencé à dire que c'était impossible de battre le marché et l'a fait croire à tout le monde? En réalité, ça vient pas d'un mec à la base, mais plutôt d'une étude qui a été menée. Et cette étude, elle est énormément reprise à tout va et généralement par des conseillers en investissement. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'une grande partie de ces experts n'a jamais vraiment lu l'étude. Et les statistiques qu'ils vont partager sont des statistiques qui sont soit tronquées, soit involontairement, en tout cas on le souhaite, trompeuses. Et ça pose un vrai problème. Cette étude, c'est l'étude Spiva qui montre que 98% des fonds actifs sous-performent le S&P 500 sur 20 ans. Donc en théorie, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas venir sélectionner des actions individuelles parce que si même des professionnels n'y arrivent pas, alors nous, on n'y arrivera jamais. Et à la place, il vaut mieux directement acheter des ETF, MSCI World, S&P 500, etc. parce que ces ETF vont répliquer les indices. Et le problème, c'est qu'en réalité, la majorité des créateurs n'ont jamais lu cette étude et en fait, ils viennent simplement
répéter ce qu'ils ont vu ou entendu dans des vidéos YouTube. J'ai déjà écrit 2 newsletters extrêmement complètes sur le sujet, mais j'aimerais quand même te donner des points clés dans cette vidéo qui sont vraiment importants. La première chose, et qui est quand même pas des moindres, c'est que ce ne sont pas les mêmes statistiques pour toutes les classes d'actifs. Si tu regardes les large cap growth, donc les grosses entreprises de croissance, effectivement, on a 99,22% des fonds qui sous-performent l'indice de référence. Là, à première vue, miser sur des entreprises de croissance pour surperformer, ça paraît compliqué. Par contre, si tu regardes du côté des small cap value, donc des petites entreprises sous-évaluées, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, là on a seulement 84,31% des fonds qui sous-performent. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même 15% des fonds qui surperforment leur indice de référence. C'est énorme, surtout quand on prend en compte le deuxième point. La deuxième chose, c'est que les frais sont inclus dans la performance des fonds. Donc imaginons que fin 2025, un fonds fasse 12% et que son indice de référence fasse 10,5%. En théorie, il a surperformé et pas qu'un peu. Mais si le fonds facture 2% de frais de gestion, on dira qu'il a fait pas 12% mais 10%. Et donc qu'il aura fait moins bien que l'indice. Mais factuellement, tu comprends que c'est vachement biaisé de dire que le fonds fait moins bien que l'indice. Si un fonds a sous-performé l'indice à cause de ses frais de 1 ou 2%, mais que sa stratégie est bonne, bah toi, tu peux reproduire cette stratégie et ne pas payer les frais. Et donc surperformer. Et il y a un troisième élément à prendre en compte. Les fonds actifs ont d'énormes contraintes que toi, tu n'as clairement pas en tant qu'investisseur particulier. Déjà, ils ont trop d'argent à placer, ce qui va clairement limiter leur capacité à investir dans des petites entreprises qui sont potentiellement beaucoup plus rentables. Imaginons une small cap qui vaut 200 millions de dollars. Si toi, tu investis 10 000 euros dans cette small cap, ça va représenter 0,005% de la société. Donc ça ne va pas du tout faire bouger le cours, tu n'auras aucun problème de liquidité et tu peux même assez facilement acheter pour 100 000 $ de l'action. Tu vas pouvoir profiter de cette entreprise qui a un gros potentiel. Maintenant, si on se met du côté des institutionnels, imagine un institutionnel qui a 10 milliards de dollars à placer. S'il place 10 milliards de dollars, il peut acheter 50 fois la société. Ça représente 50 fois la small cap en question. Et donc il ne peut pas l'acheter. Ou s'il l'achète, ce sera que sur une toute petite partie de son portefeuille. Et donc ça ne va pas venir améliorer véritablement ses performances. Mais c'est pas tout. Mais en plus de ça, ça reste un fonds. Donc il doit aussi gérer la psychologie des investisseurs. Ils vont gérer les entrées et sorties des capitaux des investisseurs. Et le truc, c'est que la plupart des investisseurs qui investissent dans des fonds, c'est justement des investisseurs débutants qui ne sont pas forcément sensibilisés à la psychologie de marché. Donc ils vont avoir tendance à investir quand il y a de l'euphorie, et donc quand les marchés montent, et retirer leur argent quand les marchés baissent parce qu'il y a de la peur. Et ça, le problème, c'est que les gestionnaires sont forcés d'investir quand les marchés sont au plus haut et de revendre quand les marchés sont au plus bas. Donc pile au moment où il faudrait investir, ils ont plus de liquidité. Je te rajoute à ça le fait qu'ils doivent respecter énormément de réglementations strictes. Ils ont la pression des actionnaires, ce qui leur empêche de prendre des risques, même si ces risques pourraient être extrêmement rentables pour eux. Et en fait, comme l'a dit Peter Lynch, un investisseur particulier a beaucoup plus de chances de battre les fonds actifs précisément parce qu'il n'a pas ces contraintes, en plus de plein d'autres arguments qu'il détaille dans son livre. Un truc tout bête, mais la théorie c'est bien, mais il y a plein d'exemples d'investisseurs qui ont largement battu le marché sur le long terme. Warren Buffett a quand même fait 2 fois les performances du S&P 500 depuis 50 ans. William Higgins, meilleur gestionnaire d'Europe, il a fait 11,9% de performance annualisée depuis 30 ans. C'est presque 7 points de plus que son marché de référence. Bien sûr, je suis pas en train de dire que c'est facile, on est d'accord que ça s'improvise pas, mais c'est pas du tout impossible. Et ça, c'est complètement faux de le dire. Ma philosophie, moi, c'est toujours la même. C'est que dans l'indice, tu prends les entreprises qui sont les plus rentables, qui brassent du cash, que tu achètes à des bons prix, donc avec une bonne marge de sécurité. En faisant ça, il y a quand même de fortes chances que tu aies de bonnes performances sur long terme. C'est exactement ce que je mets en place, qu'on met tous en place dans l'académie. Il y a quand même plus de 1000 élèves aujourd'hui qui appliquent cette méthode-là. D'ailleurs, je rappelle qu'on peut en parler directement par appel, soit avec moi, soit avec mon épouse, et on pourra vous détailler justement toute la stratégie qu'on peut mettre en place pour vous. Donc c'est un appel qui est totalement gratuit. Je fais seulement voir en gros comment est ta situation, comment je peux t'aider. Évidemment, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux gratuitement. Et forcément, mon temps il est limité, je ne peux pas le faire tout le temps. Donc le lien il est en description, tu peux y aller tant qu'il y a des appels de dispo. Après, ce sera trop tard. En tout cas, comme on a pu voir dans cette vidéo, fais quand même très attention aux personnes que tu suis sur les réseaux, à bien confronter et chercher peut-être même à contredire des idées, dont les miennes bien sûr. Moi, si je peux te donner un tips en tout cas que j'applique personnellement, littéralement sur tous les domaines de la vie, c'est que je vais regarder les résultats de la personne et si ce que la personne fait et a comme résultat est cohérente avec ses conseils, alors dans ce cas-là, c'est pertinent. Si ces conseils sont basés uniquement sur de la théorie, pour moi, c'est pas du tout pertinent. J'espère en tout cas que cette vidéo, ce format un peu bizarre, t'aura plu. N'hésite pas à laisser un like, à laisser un commentaire ou quoi que ce soit pour le référencement, ça aide. Et surtout, moi, ça m'aide à savoir si la vidéo t'a plu ou pas. Ok? Allez, ciao!